Écoutez, on va attaquer. Tout le monde n'est pas encore forcément arrivé, mais on y va. Donc, parti pour une petite heure. On va parler aujourd'hui des tableaux de bord pour le bloc opératoire. Donc, comme d'habitude, vous connaissez, hein, vous avez un onglet questions-réponses et conversations sur lequel vous pouvez communiquer avec moi, me faire part en fait de vos quelques questions et des interrogations que vous pourriez avoir sur le fonctionnement de Performance Block ou sur la construction concernant ce thème des tableaux de bord. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je crois que ce n'est pas le cas, mais certains peut-être ne me connaîtraient pas. Moi, c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial chez Datamento. Et donc, dans ce webinaire, on va se pencher sur une question qui est cruciale, c'est comment construire des tableaux de bord qui soient directement actionnables. L'objectif aujourd'hui, ça va être de voir comment en fait les données, donc les températoires, les taux d'occupation, les coûts, peuvent être utilisés pour améliorer la planification, la coordination et la performance globale du bloc en partant des tableaux de bord. On va reprendre ensemble quelques définitions, puis on va poser le cadre. Et en fait, on verra rapidement en fait, un état des lieux pour comprendre en quoi les solutions existantes ne permettent pas de produire des données qui sont exactes. Et puis, on verra par la suite ensemble, petit à petit, les principes clés de construction d'un tableau de bord. Et on regardera les informations qui sont nécessaires par profil et fonction. Et on terminera par un éventuel exercice pratique. Donc, on a une heure ensemble. On va consacrer 45-50 minutes à la présentation. Et puis, on va garder 10-15 minutes pour les questions faites à la fin. Donc, n'utilisez pas, encore une fois, je vous le répète, à utiliser l'onglet conversation et questions-réponses en haut de la page de webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien? Parfait. Eh bien, on va y aller. Hop. Donc, comme je vous disais, on va reprendre avec quelques définitions. Il n'y en a pas plus de 4, mais c'est important de pouvoir remettre un cadre rapidement sur les notions un petit peu clés du bloc opératoire. Je vais commencer par l'indicateur. On a tendance à lui donner un rôle qu'il n'a pas vraiment. Donc, un indicateur, ce n'est pas quelque chose qui va régler vos problèmes au bloc. De la même manière qu'un bistouri ne va pas inciser un patient. Il ne va rien faire tout seul. Un indicateur, ce n'est pas un objectif en soi. Ça sert à mesurer ou à décrire un phénomène. Et finalement, il n'a pas d'objectif final, mais seulement un moyen de repérer où on se situe par rapport à cet objectif. Et donc, ce n'est pas non plus un plan d'action ou une solution. Un indicateur, ça va mesurer, ça va signaler un état de fait. Il ne va pas proposer de mesures correctives. Ce sera à l'équipe de définir les actions à mener pour améliorer la situation que l'indicateur, lui, va être capable de mettre en évidence. Et donc, ce n'est pas non plus une commande ou un levier d'action direct. L'indicateur ne pilote rien en lui-même. C'est plutôt l'équipe de direction, par exemple, ou de coordination, ou la chefferie de pôle, qui, en s'appuyant sur l'indicateur, décide des ajustements à réaliser. L'indicateur ne dicte pas la marche à suivre. Et donc, je répète souvent, mais donc l'indicateur ne donne qu'une chose, à savoir une indication. Parlons des tableaux de bord, le sujet du jour. Donc, ça vient d'où? Alors, rapidement, en historique, en une phrase, hein, c'est au 19e siècle, le tableau de bord, enfin, c'est ce qu'on appelait un tableau de boue. C'était une planche de bois qui était fixée devant le cocher d'une calèche. Et en fait, ça servait simplement à protéger des éclaboussures de boue venant des chevaux. Puis finalement, donc, avec l'arrivée des premières automobiles et des avions, cette planche, c'est devenu le support pour poser des instruments, pour calculer la vitesse, pour voir le carburant, la température, différents voyants. Et donc, ça concentrait les informations essentielles pour conduire ou piloter en sécurité. Et donc, dans les années 50-60, les managers se sont appropriés cette notion pour finalement parler de pilotage, pour piloter une organisation, en disant voilà, que c'est quelque part comme piloter un avion ou piloter une automobile. Et donc, pour ça, il faut un tableau de bord afin de suivre les indicateurs vitaux. Et donc, pourquoi je rappelle la définition de la notion de tableau de bord? C'est parce qu'un tableau de bord, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas juste pour faire joli. Et bien souvent, moi, au bloc opératoire, c'est ce que je vois. Je vois des graphiques et des graphiques avec une multitude de couleurs qui ne servent pas beaucoup. Donc, ça doit avoir un objectif et ça doit être personnalisé. On regardera ensemble comment pouvoir en fait le personnaliser justement. Et donc, moi, dans ma vie de tous les jours du travail, à titre personnel, regarder par exemple le tableau de bord de mon associé, ça ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, regarder mon propre tableau de bord conçu tel que je voulais, avec des graphiques, avec une façon de lire qui me correspondent, et qui pourrait éventuellement parler de l'activité de mon associé, oui, là, ça m'intéresse et je vais pouvoir l'utiliser car je le comprends et je le maîtrise. Donc, un tableau de bord, ce n'est pas des graphiques plein de couleurs qui font joli. Un tableau de bord à l'hôpital doit donner de la visibilité pour aider à alerter, à anticiper et donc à piloter.
Et donc, piloter, on va l'évoquer maintenant. Donc, un tableau de bord doit servir à piloter. Mais en réalité, bien souvent, vous ne pilotez pas votre organisation. Vous êtes plutôt passager. Et on pourrait même dire, dans certains cas, que vous êtes à la place du mort, car vous subissez les actions du bloc opératoire. Et donc, une des causes de tout ça, et on va en reparler rapidement par la suite, c'est l'approximation des données qui sont consultées. C'est des tableaux de bord qui ne sont pas adaptés et c'est une gouvernance qui est parfois un peu bancale. Donc, par moment, vous pensez avoir un tableau de bord, mais en fait, vous avez juste de l'à peu près. Et pour ce qui concerne le bloc opératoire, vos indicateurs sont parfois inexacts, ce qui vous empêche d'avoir un diagnostic qui soit fiable et qui vous permettrait de piloter correctement votre organisation. C'est comme dans une voiture, si vous avez un compteur qui vous indique que vous êtes entre 40 et 60 km/h, c'est de l'à peu près. Et donc, de l'à peu près comme ça, c'est le meilleur moyen de se prendre une prune en dépassant les 50 km/h ou pire, même d'avoir un accident. Donc, piloter, c'est vraiment avoir la maîtrise et la connaissance de son environnement. Vous ne pouvez piloter que les choses que vous connaissez, qui ont un diagnostic qui est exact et pour lesquelles vous êtes légitime. Mais vous ne pouvez pas piloter tout le bloc à vous tout seul. Et donc ça, c'est ce qu'on étudiera aussi par la suite. Il va falloir qu'avec la gouvernance, on soit capable d'éclaircir les missions de chacun et les rôles de chacun. Chacun a sa part. Et donc, parmi toutes ces choses-là sur le pilotage, il faut aussi que vous soyez capable de consommer des indicateurs que vous maîtrisez. Donc, tout le monde n'est pas forcément formé pour connaître les 90 indicateurs qu'on aura sur Performance Block. Donc, en fait, on aura certaines personnes qui seront référentes de certaines notions plutôt que d'autres. Et donc, je vais finir par une dernière définition qui me pose, moi, beaucoup de questions. Donc, c'est la vacation. Donc là, j'explique la vacation ou l'équipe. Selon la NAP, une vacation, c'est un créneau de temps planifié d'utilisation d'une salle, allouée à un ou des praticiens spécialités pour réaliser des interventions. Et donc, j'ai personnellement un gros problème avec le terme de vacation et de sa définition. Le vocabulaire technique qui va parler de vacation, débordement, taux d'occupation, décrit finalement un objet plutôt logistique, une salle. Et ça invisibilise l'objet réel, à savoir une équipe de personnes avec des horaires, une vie et des limites. Et je trouve que ça cache quelque part la réalité. On parle d'une vacation comme d'une sorte d'objet organisationnel. On ne regarde que la mesure et on bride l'indication. Mais en fait, derrière une vacation, il y a des hommes et des femmes, il y a une équipe paramédicale. Et ce qui me pose problème dans ce terme, c'est par exemple lorsqu'on parle de débordement de vacation. On altère énormément l'impact humain que cela représente sur les collaborateurs travaillant sur cette vacation. Débordement de vacation minimise le manque de respect vis-à-vis de ses collaborateurs. Débordement ne montre pas que l'équipe paramédicale associée va devoir faire un effort sur son temps personnel, par exemple, pour ajuster un dysfonctionnement organisationnel. Un débordement de vacation, c'est des enfants qu'on ne va pas chercher à la crèche. Un débordement de vacation, c'est une séance de sport en fait, pour se sentir bien qu'on décale ou qu'on annule. Ou c'est même un repas en fait, qu'on ne prendra pas en famille. Donc la NAP nous parle donc d'utilisation d'une salle. Or, moi, je ne connais pas beaucoup d'établissements sur lesquels il est nécessaire de pousser les murs pour faire rentrer son activité. Les blocs aujourd'hui sont en déficit de ressources paramédicales. Ce qui pose problème, en fait, c'est de la capacité à retenir les équipes paramédicales au bloc opératoire. Il y a quelques années, c'était le saint graal de travailler au bloc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on galère pour trouver des IAD, on galère pour trouver des IBOD et on galère encore plus pour les garder. Moi, je connais un bloc opératoire qui a 10 salles, mais finalement qui n'a des équipes que pour tourner sur 4 salles. Donc, parler de vacation ou de débordement de vacation, c'est manquer de considération pour les équipes paramédicales et c'est altérer la qualité de travail et finalement la rétention des équipes au bloc. Donc, un débordement, c'est un risque qu'on prend sur une vie privée. Donc, on n'a pas le choix. Il y a une littérature qui existe, qui a été instaurée par la NAP, on l'utilise. Et voilà, sachez que on peut essayer d'être un peu plus fin dans la présentation des chiffres et dans les termes qu'on utilisera. Donc là, la plupart des participants connaissent Tamento. Donc je vais en reparler en fait rapidement tout de même pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas encore. Datamento est l'éditeur de la solution qui s'appelle Performance Block. C'est une solution donc, de business intelligence dédiée au bloc opératoire. Donc, c'est un outil qui a été créé pour vous permettre d'améliorer votre organisation. Mais en première intention, finalement, elle va permettre tout d'abord d'apporter une solution à une problématique que tous les hôpitaux subissent, à savoir en fait que les chiffres produits sont tous systématiquement inexacts. Et donc, nous, on a une solution qui va permettre de fiabiliser vos recueils. Je vais prendre juste pas très longtemps pour expliquer un petit peu la méthodologie pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas.
Donc là, on est sur un planning classique et là, ça peut même être intéressant pour nos clients qui participent, pour comprendre et pour reprendre ces notions d'appairage. Donc là, j'ai un planning en fait avec une demi-vacation d'ortho qui va de 8h à 13h30 et une seconde qui enchaîne de 13h30 à 18h, une complète de 8 à 17. J'ai aussi de l'ORL en salle 6-7 et puis j'ai une demi-vacation, enfin un bout de vacation d'urgence de 15h à 18h en salle 1. Et donc, l'ANAP propose les rattachements des activités sur une notion de salle. Alors, l'occupation des vacations, heu, précisément, en fait, enfin, la NAP rapporte le temps effectif d'intervention réalisé pendant la plage horaire de cette vacation dans la salle qui lui est attribuée. Donc, si je dois traduire, c'est défini par un couple salle-créneau horaire. Et en fait, nous, on a plutôt tendance à chercher à rapporter la somme des interventions à l'équipe qui a réalisé l'intervention. Donc là, pour le cas précis, et ben, quand j'ai le docteur Escande en salle 2, qui a une vacation de 8h à 13h30, je me rends compte qu'il n'y a aucune activité en face. Si les calculs sont faits depuis la logique ANAP ou depuis les logiciels de bloc ou des solutions de BI maison, vous allez calculer un taux d'occupation de vacation qui sera à 0%. De la même manière, en ortho ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 interventions qui sont faites dans la bonne salle, mais finalement, on a déjà la première intervention qui a lieu en salle 1 et la cinquième, l'urgence, qui a eu lieu en fait en salle 4. Donc ici, on arrive, hop, je fais rapidement ce petit parallèle, on arrive en fait à des différences assez significatives de calcul et de résultats surtout. Et Scand, quand vous faites depuis un logiciel de bloc classique, ça va vous calculer un 0% d'occupation de vacation, alors qu'il est à 83%. Pour le fourreau tout à l'heure qu'on réalise, là, c'est juste, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'ortho, on voyait que voilà, le logiciel proposait 32,7%, c'est ces 4 interventions-là. Alors dans la réalité, ça représente 67,9%, parce qu'on se rend compte qu'il a fait une première intervention avec du débordement avant vacation, et qu'il y a cette petite intervention-là qui est assez intéressante, qui est également rattachée à sa vacation d'orthopédie. Pardon, hop. Et donc là, sur le plan méthodologique, on pourrait même se poser une question parce qu'on voit qu'il y a un liseré rouge pour signifier que cette intervention est en urgence. Or, en salle 1, j'ai une vacation d'urgence avec une équipe qui est d'astreinte a priori ou de garde. Et donc là, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que c'est l'équipe d'urgence qui a traité cette intervention-là ou est-ce que c'est l'équipe du docteur Escande Fourreau, pardon, qui est ici? Donc en fait, voilà, c'est des choix d'associations qui sont à faire. Donc nous, notre système va pouvoir automatiser une partie de ces associations et il y a une autre en fait sur lesquelles vous aurez la main. Voilà pour la petite partie méthode. On va revenir sur le thème du jour. Je vérifie juste s'il y a des petites questions à droite, à gauche, éventuellement. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, à utiliser questions-réponses ou conversation pour échanger avec moi. Donc on va revenir au cœur du sujet, les tableaux de bord. Qu'est-ce qu'ils doivent montrer? On peut résumer finalement ce qu'ils doivent montrer en 3 objectifs: voir, comprendre et agir. Et on pourrait même détailler en disant en fait ce que l'on veut plus précisément. Donc, on veut voir d'un seul coup d'œil l'état de santé via un petit nombre de KPI essentiels. Donc, quand je dis petit nombre, on le verra par la suite, ça ne sert à rien de faire des tableaux de bord avec 20 graphiques différents. On va chercher à mesurer et surveiller l'avancement vers des objectifs. On fait des conseils de bloc, on fait des copies, on fait des codires durant lesquels on dit qu'on veut atteindre tel objectif, telle cible. En fait, il faut pouvoir mesurer ça et le surveiller. On va également utiliser les tableaux de bord pour chercher à aligner la stratégie, donc ça, c'est le rôle de la direction, avec l'opérationnel. Ça, c'est le rôle des cadres et des chefs de pôle. Nos tableaux de bord auront pour vertu également d'alerter de façon précoce en mettant en perspective face, encore une fois, à des objectifs, des cibles ou des seuils. Ils vont nous aider à décider et à diagnostiquer, bien entendu, en rentrant par la suite dans le détail grâce aux requêteurs et aux rapports qui sont présents dans Performance Block. Nos tableaux de bord vont nous permettre de communiquer une compréhension partagée pour les instances. Ça va nous aider à responsabiliser et rendre également des comptes de ce qui a été fait. Ça va nous aider à apprendre des actions, pardon, un petit pouce qui se met en cloche, à apprendre des actions en évaluant l'impact que ça a eu. Donc, c'est pour ça qu'on en parlera par la suite, le fait de créer des tableaux de bord relatifs aux prises de décision. Et ça nous permet, bien entendu, de pouvoir anticiper. Je reviens sur le bloc.
Le bloc, c'est un environnement qui est relativement complexe, avec des compétences multiples, des rôles qui sont variés, des légitimités diverses et puis des objectifs qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Mais on a une ambition commune qui est de bien soigner. Et aujourd'hui, il y a si peu de personnes qui consultent les indicateurs et qui les manipulent. On donne bien souvent ce rôle au cadre de bloc. Donc, c'est une, deux, trois, quatre personnes. Et enfin, ça, c'est ce que je vois en fait, régulièrement durant mes rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, en fait, même par rapport à ce webinaire, on voit que l'essentiel des participants à ce webinaire, ça va être des cadres, alors qu'il devrait y avoir autant de DG, de chefs de pôle et de directeurs référents. Mais finalement, c'est souvent les cadres qui viennent sur ces sujets qui les intéressent, alors que ce sujet devrait intéresser l'entièreté des acteurs du plateau technique. Et donc, on peut se poser la question légitime, est-ce que c'est suffisant un tableau de bord entre les mains d'un cadre? Et donc, pour continuer sur ces réflexions, on peut aussi se poser la question sur les bons usages. Évidemment que vous devriez avoir plus qu'un seul tableau de bord, mais plutôt avoir des tableaux de bord sur des thématiques, sur des problématiques, sur des objectifs. Vous pourriez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableaux de bord. Ça ne sera absolument pas choquant, suivant le rôle que vous avez. Et donc, on traitera par la suite. Donc, pour savoir ce qu'on doit mettre dans nos tableaux de bord, il faut quand même qu'on puisse déjà, dans un premier temps, prendre un peu de hauteur, de recul, pour savoir quels sont les objectifs au global du bloc opératoire. Et donc, le bloc opératoire, je schématise un petit peu, parce que c'est légèrement plus complexe quand même, mais le bloc, il doit structurer une gouvernance claire et fonctionnelle. Donc, c'est mettre en place des instances, des rôles, des conseils de bloc, pour pouvoir piloter l'activité et fixer les objectifs. Donc, déjà là, en fait, on a besoin de données. Le bloc, il a pour objectif d'organiser et de planifier l'activité opératoire. Donc, c'est l'allocation du temps de salle, les programmations pas à pas, afin d'adapter l'offre aux besoins. On doit suivre la performance par indicateur pour objectiver le niveau de performance et suivre l'évolution de l'activité et mesurer l'atteinte des objectifs qui ont été décidés en gouvernance. Au bloc, on va chercher aussi à améliorer la qualité des soins avec la performance humaine. Et on se rend compte au quotidien, en faisant cohabiter différents métiers, que on va chercher à renforcer la coopération avec les services partenaires pour sécuriser et fluidifier le parcours opératoire, pour limiter les retards et mieux utiliser les ressources. Et donc, à partir de tout ça, l'idée, c'est aussi de pouvoir être outillé pour faire des diagnostics et faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue avec des outils d'analyse dédiés. Donc, moi, je vous conseille pour le coup Performance Block, l'outil qui est quand même le plus performant pour ce genre de choses. Et donc, tout ça, vous pourrez l'étudier à partir d'un référentiel d'indicateurs et de tableaux de bord qui seront prêts à l'emploi dans la plateforme. Donc, vos tableaux de bord doivent suivre, on l'a vu à l'instant, une forme de trajectoire. Mais à la lecture de ces différents objectifs, vous vous rendez bien compte qu'une seule personne ne peut pas gérer l'ensemble de ces points et que le bloc opératoire, c'est un sport qui doit être collectif, où tout le monde a ses tableaux de bord pour suivre ses objectifs, ses buts et ses cibles. Et donc, là, on va rentrer un peu plus sur de l'aspect pratique. Dans l'idée, il faut que nos tableaux de bord soient hiérarchisés, limités, donc pas trop exhaustifs, qu'ils soient cohérents, qu'on puisse les commenter et qu'ils soient filtrés. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais montrer en fait directement par la suite comment. Et donc, tout ça doit être fait avec des mises en perspective. Donc, il faut qu'on regarde par rapport à des cibles chiffrées, des seuils d'alerte, des objectifs, par exemple, des comparaisons temporelles, des comparaisons entre indicateurs. Donc là, j'ai créé un tableau de bord que j'ai appelé Focus Action Orthopédie, enfin, il pourrait s'appeler autrement, peu importe. Et donc, là, on s'arrête sur la conception graphique du tableau de bord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on disait tout d'abord qu'il fallait hiérarchiser l'information. Donc, il faut placer en haut, hop, ici, vos indicateurs clés. En gros, avec un code couleur et des jauges si besoin. Donc ici, on a pris des jauges très très simples. On a un code couleur qui ne trompe pas. On a du rouge pour l'alerte, du orange pour attention, c'est commence à se dégrader, et du vert pour dire que tout va bien. Les indicateurs secondaires vont pouvoir apparaître plus bas sous forme de tableau ou de graphique détaillé. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un graphique, en fait, un histogramme. J'ai fait un tableau avec des couleurs, encore une fois, avec des mises en forme conditionnelles, des flèches, avec des taux, avec des points. Et l'idée là, c'est juste qu'en quelques secondes, on ait une vue claire de la situation. Donc là, en fait, on voit, il y a du rouge, du orange, on voit du rouge, on voit en fait des alertes concernant en fait des fins précoces et des TVO vides, par exemple. Donc par habitude, voilà, moi je le lis assez rapidement. Peut-être que vous, il faudra un tout petit peu plus de temps, mais voilà, tout vient en fait petit à petit.
Comme je vous disais, il faut limiter le nombre d'indicateurs par page. Mieux vaut quelques graphiques lisibles que trop de courbes totalement en fait illisibles. Et donc, il faut éviter de noyer l'info sous des tonnes de données. Il faut viser l'identification rapide. Donc là, moi, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 vues sur ce tableau de bord. Il se situe sur une seule page. J'ai même pas besoin de scroller pour descendre et en voir plus. Alors après, c'est sur une thématique particulière. Si je veux parler de l'ensemble du bloc opératoire, ça va être compliqué de tout faire tenir sur une page. Mais est-ce qu'il est important de tout regarder d'un coup? Est-ce que je ne peux pas avoir quelques indicateurs clés qui me donnent une tendance de ça va pas, et qui me permettent d'identifier que j'ai un point bloquant sur des débordements, j'ai un autre point bloquant sur les fins précoces, et en fait de rentrer sur d'autres tableaux de bord ou la conception de rapport par la suite. Par rapport à cette mise en forme, prenez le temps de soigner la cohérence des couleurs. Si vous optez pour du vert, orange, rouge, appliquez ces mêmes couleurs sur toutes les pages. Ainsi, lorsqu'un indicateur est en rouge, tout le monde comprend d'emblée qu'il y a un souci sur ce cas précis. Donc là, j'ai du rouge sur la jaune, mais j'ai du rouge également sur le tableau qui m'indique en fait voilà, des points d'alerte. Pourtant là, j'ai une flèche qui monte vers le haut, mais en fait, c'est un impact qui était négatif. Donc, faites en sorte de garder une cohérence là-dessus. Je vous invite également à commenter et légender. Parce que finalement, comme je vous disais, on est expert d'une situation, mais ça n'empêche pas qu'on ne fait pas tous les jours des indicateurs. Donc parfois, des notions qui sont un peu plus floues, qui mériteraient en fait qu'on s'y replonge un petit peu. Donc, mettez des commentaires ou des infobules pour éviter des confusions, afin que vous sachiez de quoi vous parlez. Et ces explications, ça va vous aider à interpréter correctement vos données. Donc c'est pour ça que là, tout bêtement, à gauche, j'ai créé une zone de texte où je dis le TAR, donc le taux d'activité ressources. Donc, s'il est supérieur à 100%, j'ai une surutilisation de mes ressources paramédicales. Si c'est en dessous de 100%, j'ai une sous-utilisation. Si mon taux d'occupation de vacation est en dessous de 85%, c'est que j'ai des organisations. Si mon taux d'activité en vacation, le troisième, est inférieur à 90%, ça veut dire que j'ai du débordement. Et donc, pour le dernier point de mise en forme en fait classique, moi, je vais vous demander de vous accorder la possibilité de filtrer et d'explorer. Alors, ça se passe ici. Là, on a des types de filtres. On peut filtrer par établissement, par bloc, par salle, par spécialité, par opérateur. Et donc, on a aussi d'autres filtres. Alors là, j'ai sur une vue qui est figée, qui ne permet pas de le voir. Mais je peux avoir des entonnoirs à droite, à gauche pour savoir en fait sur quelle partie de mon bloc opératoire, donc aussi bien géographique qu'organisationnel, je me suis focalisé. Donc, quand j'ai une vue comme ça, il n'y a rien qui m'empêche, en fait, si je suis sur tout l'établissement, de pouvoir recentrer sur un périmètre qui va être différent et de me concentrer sur une seule spécialité, par exemple, ou un seul opérateur. Donc, je peux avoir un canevas assez standard et pouvoir le remettre en forme petit à petit pour d'autres profils plus ciblés. Donc, en résumé, mettez en avant vos indicateurs, épurez la page, gardez donc un code couleur qui soit cohérent, ajoutez des commentaires clairs et laissez la possibilité d'aller plus loin dans l'exploration. Donc là, on est sur une vue tableau de bord et l'exploration, on va pouvoir rentrer depuis Performance Block en cliquant sur, on verra par la suite, sur le tableau de bord pour rentrer dans le cube décisionnel et aller par la suite sur des rapports si nécessaire. Donc, si vous respectez ce que je viens de vous expliquer là, vous aurez des tableaux de bord qui seront clairs, efficaces et surtout agréables à utiliser. Et donc, là, c'est pour la forme. Après, pour la question de mise en perspective, il va falloir que vous fixiez des cibles chiffrées. Donc, par exemple, si vous jugez en fait qu'un taux de démarrage parfait doit être de 0%, mais qu'il y a une tolérance à 5%, qui sera un seuil d'alerte, il faut le noter. Donc, c'est par exemple ici, on a toute latitude à mettre le titre qu'on veut. Donc là, en fait, je dis que l'objectif est, pour le démarrage tardif, objectif est de 0%. À mon sens, en fait, on ne doit pas accepter du retard. Objectif est de 100%. Toutefois, le seuil est à 5%. Ça veut dire que je m'alerte, j'ai une latitude à accepter un peu de démarrage tardif jusqu'à 5%. Quand ça va être 5% ou dépasser 5%, je vais commencer en fait à rentrer en orange. Et quand je vais être sur des seuils supérieurs, je vais passer en fait à du rouge. Ça, c'est pareil, vous pourrez fixer de vous-même les seuils, mais c'est important en fait de pouvoir les noter. Et donc, il faut les associer, comme je vous le dis, à des couleurs, parce que ça va être beaucoup plus parlant, beaucoup plus en fait, rapide à lire et à savoir en fait s'il y a un souci plus particulier qu'il va falloir investiguer rapidement. Mettez systématiquement vos données en perspective, mais également dans le temps. Comparez l'indicateur avec une autre période. Ça peut être le mois dernier, ça peut être l'année précédente, parce que voir un taux d'occupation passer de 78 à 89%, ça a montré une amélioration, même si nous n'est pas encore à 85, on montre une tendance. Et donc là, par exemple,
J'ai mis en perspective octobre, novembre et décembre. Il n'y a rien de bien compliqué et folichon à faire tout ça. Mais là, je vois en pourcentage, j'aurais pu prendre la même information en parallèle sur le volume d'heures, mais je vois que j'étais pas bon sur les TVO vides. Ça s'est clairement en fait intensifié en novembre et ça s'est guère peu amélioré en décembre. Donc toujours important. Si on avait montré que le mois de décembre, par exemple, est-ce que 22,8 c'était pire qu'auparavant ou mieux qu'auparavant? C'est important de s'en rendre compte. Donc là, pareil en fait pour tous les autres chiffres. Oh là, je vous ai perdu. Je suis où? Tac, pardon, excusez-moi. Hop, on va reprendre par ici. Donc, pour résumer, c'était question de mise en perspective. Il faut définir des cibles chiffrées et des seuils d'alerte. Il faut considérer l'évolution dans le temps. Il faut comparer vos indicateurs entre eux éventuellement. C'est ce qu'on a fait sur le tableau où on a en haut les taux d'activité, enfin les 3 jauges qu'on compare avec les temps improductifs qui sont les histogrammes empilés en fait sur la gauche. Et donc tout ça, ça vous permet de contextualiser vos données. Plutôt qu'une valeur brute, en fait, vous obtenez là des objectifs, des tendances et des causes possibles. Et au résultat, vous avez des décisions qui vont être plus pertinentes pour le pilotage de votre bloc opératoire. Je fais un petit rappel pour distinguer ce qu'est le tableau de bord de ce qu'est le rapport. Donc, si l'objectif, c'est d'alerter, de monitorer, de prioriser, c'est un tableau de bord. Si on veut expliquer, convaincre, documenter, ça sera un rapport. Pour tout ce qui est rituel, les daily, les weekly, les conseils de bloc, utilisez en fait des tableaux de bord. Mais par contre, si vous voulez comparer des scénarios, dérouler une méthode ou raconter une histoire, c'est le data storytelling, c'était le webinaire que j'avais animé le mois dernier ou le mois d'avant, utilisez plutôt des rapports. Le tableau de bord, c'est une vue opérationnelle, synthèse pour décider vite et agir maintenant. Le rapport, c'est un document analytique exhaustif pour comprendre en profondeur et justifier. Donc, j'ai créé une fiche synthétique pense-bête que vous pouvez consommer plus tard si vous le souhaitez. Je vous laisse en fait rapidement le survoler. On voit finalement la différence entre l'un et l'autre. J'en profite pour regarder s'il y a des questions ou des remarques. N'hésitez pas en fait à faire continuer. Donc, hop, ça fait une demi-heure. On avance, on tient à peu près les temps. Donc, on a parlé du fond et donc de la forme. Donc là, je refais un petit focus sur la forme qui a vraiment son importance. Et on peut en fait l'améliorer avec un usage pertinent de ce qu'on appelle les attributs préattentifs. Les attributs préattentifs, ce sont les attributs visuels, notamment la taille, la couleur, la forme et même la position, qui sont traités à grande vitesse par le système visuel. Donc là, on a un graphique, en fait, un histogramme tout simple sur lequel, avec un tableau au-dessus, sur lequel j'ai une notion, en fait, j'ai un chiffre 53%. Là, c'est 53% d'occupation d'une vacation. Et donc là, à première vue, il n'y a rien de particulier qui attire l'œil. La barre, elle est uniformément bleue. La légende se contente de dire 53%. Il n'y a pas de repère coloré supplémentaire pour distinguer un objectif éventuel, ni de zone en rouge ou en vert pour signaler si ce taux il est satisfaisant ou non. Je ne sais pas pourquoi ce 53% il est important. Est-ce que c'est en dessous de la cible, au-dessus? Est-ce qu'il y a une tolérance attendue jusqu'à 70? Il n'y a aucune indication qui est notée. Il n'y a pas d'infobulle, il n'y a rien. En plus de ça, on n'a aucun autre attribut préattentif dans ce visuel. On n'a pas de contraste de couleur pour souligner que c'est un seuil critique ou un progrès. On n'a pas de barre plus épaisse et plus fine pour montrer l'évolution. On n'a pas zone assurée pour mettre en évidence une plage d'alerte. Résultat, on a juste une barre bleue toute seule et on fait que constater que le taux est à 53%. Et en l'état, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais, on ne sait pas si ça progresse ou régresse par rapport au mois précédent, on ignore complètement l'histoire qui pourrait être racontée. Donc c'est pour ça que je vous ai montré finalement ce qu'il fallait faire tout à l'heure. Là, je vous montre l'antithèse. De plus, là, cette mise en forme, elle est minimale. On n'a pas d'annotation pour expliquer comment est-ce qu'on obtient 53%. On n'a pas d'échelle de couleur pour montrer où on se situe par rapport à un seuil d'alerte. On n'a pas d'étiquette qui préciserait la date, la période. On ne sait pas si c'est effectivement sur une année, si c'est sur un mois. Et finalement, on doit faire un énorme effort mental pour nous interroger sur la signification de ce chiffre. Et là, je ne comprends rien. D'accord, c'est 53%. Et alors, sans autre élément visuel, on n'est pas guidé vers la conclusion. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est une amélioration? Donc, pour résumer, ce graphique n'utilise aucun des principes de conception visuelle qu'on appelle donc les attributs préattentifs. Il ne met pas en contexte le chiffre de 53% et n'explique pas pourquoi cette valeur, elle est préoccupante ou c'est l'acceptable. On se retrouve face à un graphique qui n'aide pas à la prise de décision. C'est juste un affichage de données sans signal fort ni commentaire. C'est pour ça que c'est important de pouvoir en fait aller plus loin
dans l'utilisation en fait, de tous les outils qui sont mis à disposition par notre solution. Et donc là, vous aurez pu ajouter un code couleur, mettre une jauge, mettre une cible, mettre en fait des notions narratives pour commenter ce point-là. Et donc, hop, que je vous montre concrètement dans Performance Block. J'ai fait un petit tableau de bord tout bête, tout chou, pour montrer en fait différentes vues qu'on pourrait avoir. Alors, il faut que j'aille sur la période de 2015 pour qu'il y ait des chiffres, sinon ça va être tout moche. Hop, hop, hop. Et puis j'ai juste fait, c'est où? Hop. Donc pour les quelques utilisateurs qui sont présents, puis ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai fait une synthèse de quelques attributs préattentifs qu'on peut avoir sur Performance Block. Donc là, bien entendu, vous connaissez le classique camembert avec différentes couleurs. Voilà, on a mis les noms des spécialités ici. On pourrait les mettre dans le camembert. On peut faire ressortir les données. Enfin, peu importe. Voilà, là, on est sur du classique. On a également en fait un camembert en rose qui existe, qui là, en fait, alors, d'une part, il est joli. Moi, je trouve ça mignon. Ça change un petit peu des camemberts un peu tarte à la crème comme ça. Mais ça permet en fait visuellement d'avoir une interprétation un peu plus marquée. L'ortho ressort beaucoup, viscéral également. Enfin voilà, c'est pour le coup graphiquement. Ah, pardon. On va recommencer. J'ai fait un retour sans faire exprès. Faut que je retourne sur 2015, excusez-moi. J'ai une souris un peu trop sensible. C'est parce que je suis aussi. Hop. Donc camembert en rose. Les histogrammes empilés, donc là, rien de bien nouveau. Mais en fait, vous allez voir par la suite qu'il y a des choses qui sont nouvelles sur la lecture. Donc là, en fait, ça va permettre de compiler. En fait, on peut faire histogramme empilé, empiler basse 100, différentes choses. Là, c'est petit, vous ne verrez peut-être pas beaucoup, mais on a des tuiles avec des smileys de couleurs. Donc, je peux mettre ça dans des rapports ou dans des tableaux de bord qui me permettent finalement d'avoir quelque chose de graphiquement simple et lisible. On a la fameuse jauge. Alors, elle est énorme, j'ai la même taille pour tout le monde. Mais en fait, cette jauge, c'est un élément qui est très parlant. On a l'histogramme qu'on va pouvoir compiler à une courbe, ce qui nous permet en fait de faire ressortir 2 éléments en fait, distincts. Donc là, en fait, j'ai dû prendre, je ne sais pas ce que j'avais pris, le nombre d'interventions avec les temps d'intervention, par exemple, en fait, qu'on va pouvoir distinguer graphiquement. Et en fait, ça nous permet de voir finalement s'il y a une adéquation entre augmentation du temps d'intervention et augmentation du volume d'intervention et vice-versa. On a histogramme, alors c'est tout petit, désolé, hein. On a l'histogramme empilé qu'on va associer avec la courbe, de la même manière, pour en fait avoir 2 informations différentes sur le même graphique. On a des tableaux avec des mises en forme conditionnelles. Donc là, ce qui est important, ça va être de créer des seuils par rapport en fait à des couleurs. Si je suis en dessous de 85%, enfin entre 85 et 100, je suis en vert. Si je suis en dessous de 85, je vais être en orange. Si je suis en dessous de 75, 70, je vais être en rouge. Ce qui me permet, donc là il y a beaucoup de rouge, c'est pas mal, mais en fait ce qui va me permettre très rapidement d'avoir l'information qui me saute en fait au visage. On a des fonctionnements de tuiles, donc avec le principe d'indicateur d'évolution. Là, je vais pouvoir voir comment ont évolué les démarrages tardifs, donc avec en plus de ça les formes conditionnelles. Donc je suis en orange pas terrible au mois d'octobre, je suis passé dans le vert au mois de novembre, avec finalement moins 37% de démarrage tardif, donc ce qui est très bien, ce qui représente moins 2,6 points. Et puis j'ai à nouveau une dégradation faite en décembre où je repasse en orange avec 26% en plus de démarrage tardif. On a la possibilité de mettre des cibles et de mettre des médianes. Donc là, la cible, c'est pour voir en fait assez rapidement. Tout à l'heure, on parlait de 53%. Là, en fait, on l'a mis en perspective avec une durée et avec une cible. Donc, en fait, il manquerait juste un titre ici qui soit clair pour pouvoir rentrer dans le détail du fonctionnement. Hop. Revenons à la présentation. Donc, je vous rappelle l'objectif des tableaux de bord. Hein, on garde bien ça en tête. On veut voir, on veut comprendre et on veut agir. Et donc, un tableau de bord doit me permettre de voir, comprendre, agir très rapidement. Il faut que ça soit lu en 2-3 minutes. On passera plus de temps sur un rapport. Donc, si aujourd'hui je construis
un tableau de bord avec de l'information qui est certes intéressante, mais qui ne rentre pas dans mon périmètre de responsabilité, bah, ça va me servir à rien. Sur un tableau de bord, je dois recentrer mon regard sur l'activité que je dois, moi, personnellement, Charles Chauvin et vous, piloter. Après, à travers le requêteur, donc c'est le cube décisionnel, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans le détail du fonctionnement ou dysfonctionnement, je vais pouvoir comprendre quelle est la cause racine de la problématique. Mon tableau de bord va principalement m'alerter. J'ai un voyant rouge sur les fins précoces, par exemple d'une spécialité ou d'un chirurgien. Mes filtres et mes mises en perspective vont me permettre de comprendre que ce problème dure depuis plusieurs semaines ou mois, de voir éventuellement que c'est un problème plutôt lié à un jour donné, par exemple. Et donc, je vais chercher à trouver une solution. Soit faire en sorte que ce chirurgien ait plus de programmation, soit faire en sorte de donner sa vacation, partiellement ou totalement, à quelqu'un d'autre qui serait en demande, qui aurait besoin de temps opératoire supplémentaire. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se mettre en action et aller dans le cube décisionnel et le rapport pour investiguer plus finement et accoucher d'une décision. Mais là, le tableau de bord, je vous le rappelle, on regarde en quelques minutes. Décider, ça va forcément nécessiter d'aller plus loin. Et donc, pour ça, on pourra utiliser la méthode des 5 pourquoi, par exemple, pour identifier la cause racine. Et donc, on pourra en reparler si vous le souhaitez. C'était l'objet d'un webinaire dédié il y a quelques semaines. Donc là, on va revenir strictement au sujet des tableaux de bord. On va regarder les objectifs principaux de certains acteurs principaux du bloc opératoire pour savoir de quoi devront être composés les tableaux de bord. Donc là, j'ai parlé pour l'instant du DG. Donc son objectif, c'est de garantir un bloc qui soit sûr, performant et soutenable au service du projet médical et de l'accès aux soins. Et donc, lui, il va mettre en place des décisions qui vont être de l'ordre de la stratégie, donc il va fixer les caps. Et en fait, il a un regard sur les RH. Il va allouer les moyens, il va arbitrer les priorités, il va suivre l'effet des décisions sur la qualité, l'activité et les équipes. Donc, bien entendu que ces tableaux de bord doivent être accordés avec ses objectifs et ses missions. Si vous, en tant que cadre de bloc, vous lui communiquez votre tableau de bord sur lequel il y a énormément d'informations sur les temps interpatients des chirurgiens, par exemple, ça ne va pas forcément l'intéresser. Lui, il veut en un regard savoir si son volume d'intervention faite est linéaire, voir son niveau d'ambulatoire, voir finalement la prise en charge des urgences. Et après, en fait, il veut 2-3 gros warnings sur les temps perdus, sur ce que lui coûte son bloc opératoire. Donc les temps interpatients, bien sûr que c'est un temps perdu, mais c'est un temps perdu sur l'organisation, c'est du pilotage. Lui, il est sur un niveau plutôt stratégique. Donc il veut savoir, par exemple, peut-être plus un focus sur les retards au démarrage, qui sont en fait de l'organisation, certes, mais en fait quelque chose que lui va pouvoir, via un dialogue de gestion ou la mise à jour des normes et sur la charte de bloc, de dire qu'il y a un impératif là-dessus et mettre en place des sanctions le cas échéant. Donc important qu'il puisse regarder donc, les démarrages tardifs, par exemple. Pareil, les débordements pourraient par contre l'intéresser, parce que débordement, ça va signifier un risque sur les équipes paramédicales qui vont être un peu lassées de devoir faire des heures supplémentaires ou de rentrer plus tard. Donc, il y aura peut-être à terme un problème de rétention de ces équipes paramédicales. Les 3 indicateurs clés peuvent l'intéresser fortement. Donc, le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation, parce qu'en fait, c'est la boussole. Donc, ces 3 indicateurs, tout le monde, en fait, peut les avoir, ces tableaux de bord. Pour la direction de bloc et les cadres de bloc, donc là, l'objectif, c'est de tenir le programme, de faire en sorte que la journée soit le plus fluide possible et d'éviter les surprises. Donc, pour ça, on va chercher à anticiper les goulets. Donc, c'est là où on va voir est-ce qu'on a une bonne synchronisation entre les différents acteurs du bloc opératoire. Sécuriser les démarrages et les fins à l'heure et coordonner les acteurs et réagir vite. Donc là, on est sur des indicateurs de processus et de production. Donc en fait, c'est des choses un peu spécifiques. Donc on pourra garder les 3 indicateurs clés, comme j'évoquais, mais qui mettront en évidence que finalement, si on a le TAR qui est à 30%, si on a le TOF qui est à 30%, ça mettra en évidence qu'il y aura des failles derrière sur des temps improductifs, sur des débordements, sur en fait différentes choses de ce type-là. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir un premier tableau de bord très, très macro qui va nous indiquer que tout va bien ou tout ne va pas bien, de pouvoir filtrer par spécialité s'il le faut pour savoir vers qui se concentrer, et après consulter d'autres tableaux de bord qui vont être des petits focus sur débordement, qui vont être petits focus sur fin précoce, qui vont être petits focus sur niveau d'ambulatoire, qui vont être petits focus sur les délais de première incision, délais de programmation. Enfin voilà, on étudiera ça ensemble par la suite. En fait, voilà, l'idée, c'est peut-être d'avoir des tableaux de bord par thématique. Le secrétariat de bloc et la programmation, là, l'objectif, c'est de construire une programmation qui soit réalisable, stable et lisible. Donc, voilà, il y a des listes, on va vérifier les prérequis, limiter les replanifications et les annotations tardives. Donc là, on va vouloir voir si finalement,
quand on programme 5 interventions pour le docteur X ou pour la spécialité Y, savoir si finalement les 5 sont faites à chaque fois, si ça rentre dans le programme ou si ça déborde systématiquement. Si finalement, en fait, les durées moyennes entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé correspondent. On aura des indicateurs un peu spécifiques qui vont servir en fait en macro pour peut-être remettre à jour, par exemple, le logiciel de programmation afin que les durées soient adaptées. Le DAF, il a forcément un regard sur l'efficience médico-éco et sur le budget. Et donc, lui, bah, il va chercher à piloter les coûts et valoriser. Donc, il va voir, lui, où sont les pertes de valeur. Et donc, bah, lui, c'est plutôt les temps morts qui l'intéressent, c'est le chiffre d'affaires médical. Il va calculer des ICR aussi, éventuellement. Et donc, en fait, il aura une logique euro derrière, en fait, les pratiques du bloc opératoire. Mais sachant qu'on travaille essentiellement dans le public, c'est pas parce qu'il y a des pratiques qui rapportent moins que d'autres qu'on va s'épargner en fait de les faire, par exemple. On prend en fait le lot de toutes les interventions à faire. Mais par contre, on verra qu'il y a peut-être des façons de faire qui permettraient de rentabiliser un peu plus le bloc opératoire et le DAF pourrait avoir un regard dessus. La direction des soins peut également être intéressée par ce type de tableau, donc des tableaux de bord, parce qu'on cherche à garantir des soins qui soient sûrs, en fait, pour limiter les risques, et on veut que les équipes soignantes, en fait, bah, puissent perdurer sur le plateau. Donc là, c'est plutôt des questions d'organisation des RH et d'harmonisation des pratiques. Donc là, peut-être moins d'informations en fait, organisationnelles, peut-être plus sur du processus, coordination en fait, des équipes, mesure de durée moyenne identique pour un geste identique, pour voir en fait s'il y a des atypies particulières, voir l'allocation des ressources, voir le nombre d'RH associés à telle ou telle vacation ou tel geste opératoire. Les chirurgiens, bah, pas inintéressant qu'ils aient également accès à leur activité pour comprendre comment ils se situent. L'idée, en fait, c'est que voilà, ils puissent s'auto-diagnostiquer et de se rendre compte, en fait, que voilà, il y a le geste médical, certes, mais il y a aussi l'aspect organisationnel et de voir, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer également à l'activité et à la santé du bloc opératoire. Pareil pour les anesthésistes, en fait, voilà, ils auront des informations relatives à leur activité qui leur permettraient, en fait, bah, de pouvoir réévaluer leur pratique éventuellement ou d'être source de propositions pour améliorer aussi bien en fait l'amont que l'aval, voir comment faire pour finalement avoir le bon nombre de lits en SSPI, voir en fait s'il y a des goulets à droite à gauche. On oublie souvent de donner de l'information aux IBOD et aux IAD. Donc là, en fait, l'idée, c'est plus de leur donner l'information parce que quand on présente des chiffres, on parle de ces personnes-là, mais on leur communique assez rarement les informations. Donc moi, c'est une proposition. Libre à chacun de faire ce qu'il le souhaite. Mais je vous invite à partager les chiffres du bloc opératoire avec les IBOD, avec les IAD, avec les ASH, enfin avec tous ceux qui y travaillent, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne sache pas en fait quelle est la qualité d'orga à travers les indicateurs au bloc. Cadre SSPI, donc voilà, des informations relatives à l'SSPI. Et donc, le petit plus à ne pas oublier, c'est en fait de pouvoir créer des tableaux de bord de suivi de décision. Ça, c'est des choses que bien souvent, en fait, on va oublier de faire. Mais quand on prend une décision, généralement, on a un cahier de prise de décision. Ça peut avoir différents formats. Ça peut être un cahier tout bête ou ça peut être un document numérique qui est fait sur du Gantt, sur du Trello, sur différentes choses, peu importe. Mais en fait, quand on a une décision, il faut savoir quel était son impact. Il faut pouvoir la mesurer. J'ai choisi de réallouer la vacation du docteur machin à docteur bidule. Est-ce que ça a été bénéfique pour la performance de mon bloc opératoire? Donc, on va s'accorder une semaine, 2 semaines, un mois, un trimestre, enfin, peu importe, pour en fait mesurer l'impact de cette décision. Et en fait, bah, faut voir si on est rentré dans le vert ou si on reste dans le rouge. Et donc, bah, derrière ça, bah, peu importe qu'on ait réussi, qu'on ait échoué, il y aura toujours en fait de quoi profiter de cette mesure pour dire, bah voilà, ça a fonctionné, donc on peut dupliquer cette action auprès d'une autre spécialité. C'est pas tout à fait aussi bon qu'on espérait, ben, on cherche à réajuster. Bah, si c'est un échec, on apprend de son échec. En tout cas, on se rend compte qu'on a échoué. Et donc, pour se repérer, on peut utiliser une grille qui va s'ouvrir. Hop, je remets mes lunettes. Donc là, j'ai fait un tableau. Donc, les clients en fait, pourront avoir. Ceux qui ne sont pas encore clients, je ne peux pas le donner tel quel. Il faut prendre rendez-vous avec moi. Donc, vous avez le lien pour prendre rendez-vous pour que je puisse vous communiquer ce document et le commenter. Là, il y a un petit peu de littérature et de propriété intellectuelle. Donc, il y a des choses en fait, que je pourrais communiquer une fois en fait, qu'on aura échangé ensemble.
Ben, en fait, l'idée, c'est, voilà, je vous invite vraiment à utiliser ce tableau-là et de se dire, bah, qu'est-ce qui va intéresser quel profil? Le temps d'intervention, est-ce que ça intéresse le DG, le DAF, et cetera? En fait, et vous cochez, vous cochez, vous cochez, ça va vous aider en fait après à filtrer, à cibler, savoir quelles sont les informations nécessaires dans un tableau de bord. Donc moi, je n'ai pas forcément la vérité absolue sur ce qui doit apparaître ou pas apparaître. C'est pour ça que j'ai pas du tout complété quoi que ce soit dans ce tableau. Ça va dépendre en fait de chacun, et encore une fois, des légitimités qu'on aura. Mais par exemple, là, si on prend le temps d'intervention, je suis pas sûr que ça intéresse directement en fait un DG. Par contre, le nombre d'interventions, ça va l'intéresser. Encore une fois, tout seul, ça ne l'intéresserait pas. Mais par contre, mis en perspective, je veux voir le nombre d'interventions de l'ensemble de mon plateau technique sur les 4 derniers mois, je vois la tendance. Et en fait, comme je vous le disais, on peut aussi recouper par type de prise en charge, urgence, programmée, non programmée. Est-ce que c'est de l'ambulatoire, du conventionnel? Ces informations, en fait, donc le nombre d'interventions qu'on va recouper. Donc, il y a des choses en fait qui sont assez intéressantes et qu'on n'utilise pas forcément super souvent. C'est où? Voilà, le temps de mise à disposition qui a été utilisé. Et en fait, de la même manière, on aura celui qui a été inutilisé. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour un DG ou pour un DAF. Et donc là, en fait, j'ai mis toute une liste de définitions, enfin les définitions qui correspondent en fait à ces termes clés. Et en fait, bah, l'idée, c'est de se prendre un petit moment en copile, en codir, peu importe, pour faire un peu l'état des lieux de ces différentes informations, pour en fait savoir ce qu'on va récupérer ou pas. Donc là, on est sous l'onglet occupation des salles. C'est pas forcément l'onglet qu'on va utiliser le plus, hein, parce que comme je vous disais, on a plutôt une contrainte RH qu'une contrainte en fait immobilière. Donc, je vous invite beaucoup plus à passer du temps sur l'utilisation des vacations, à regarder finalement bah, les informations qui vous intéresseront. On a le TVO offert versus le TVO de référence. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on va comparer le référent, c'est celui qui est dans la charte de bloc, et le TVO offert, c'est celui qui est présent après la régulation. Donc là, bah, ça peut être intéressant, peut-être pour un chef de pôle, pour mieux comprendre en fait les déprogrammations tardives ou en fait les annulations de vacations en fait au dernier moment ou ce genre de choses. Voilà, les vacations vides, donc ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être très pertinentes pour beaucoup d'acteurs, pas forcément pour tous. Donc voilà, l'idée sera de faire le tri là-dessus. Donc je pourrais vous communiquer ça, hein. Donc les clients, n'hésitez pas à demander, je vous communiquerai. Puis en fait, pour ceux qui ne sont pas encore clients, prenez rendez-vous. Donc c'est dans l'onglet questions-réponses, il y a mon agenda pour qu'on puisse en parler et que je vous communique ce support-là. Hop. Et donc là, bah, je vous invite on va aller sur, là c'est 19, je traîne un petit peu, désolé. On peut aller sur Performance Block et puis construire en fait ensemble un tableau de bord, qu'on regarde un petit peu bah, les principes qu'on avait dit, qu'on hiérarchise, qu'on cible, etc. Donc, je vous laisse me dire dans questions-réponses, d'une part, si vous voulez qu'on aille sur Performance Block ensemble pour regarder. Hop, très bien. Qu'on puisse regarder en fait tous ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on co-construise un tableau de bord pour un DG, pour un cadre, pour un chef de pôle, un chef de service, un contrôleur de gestion ou autre? Et puis après, en fonction du profil qu'on aura choisi, on verra quelle thématique on peut construire ensemble. Donc, je vous laisse me dire dans questions-réponses ce que vous voulez faire. Ou si vous ne voulez pas qu'on aille sur Performance Block, vous pouvez me le dire aussi. DG, très bien. Il y a M. Cromer qui me propose de regarder DG. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on suive DG? Donc, on va pouvoir reprendre peut-être, hop, Performance Block. Et donc, on va aller. Alors, j'avais déjà créé en fait un tableau de bord DG. Peut-être qu'on peut partir là-dessus, si vous voulez bien. Ou on peut le recréer, peu importe. Euh, je peux vous expliquer en fait pourquoi j'ai fait ça. Donc, encore une fois, j'étais resté sur quelque chose en fait d'assez simple. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 vues différentes. Et finalement, en fait, bah, je regarde de gauche à droite et je rentre petit à petit dans le détail. Et donc là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, j'ai cherché à mettre des titres en perspective des tableaux qui sont en dessous. Donc en fait, l'objectif, là, c'est j'ai un volume qui est mix, j'ai ciblé en fait stratégiquement sur mon établissement. Hop.
OK. J'ai ciblé sur mon établissement, pardon, que je dois faire en moyenne 835 interventions par mois, hors période creuse. Et donc là, j'ai mis en perspective octobre, novembre et décembre et je vois que je suis à 852, donc je suis au-dessus en fait en octobre, à 804 en fait en novembre et 792 en décembre. Donc je vois en fait que je descends petit à petit. Donc là, encore une fois, on a juste une indication. On n'est pas en train de savoir quel est le problème, mais par contre, en fait, j'ai tout de suite mis en évidence que j'atteins pas le niveau cible que je souhaitais. Donc là, le but du jeu du DG, c'est pas d'aller au bloc opératoire et d'inciser des patients à la place en fait des chirurgiens, c'est juste d'alerter assez rapidement qu'il manque en fait de l'activité. Et l'idée en fait sera de la part de ces cadres, de ces chefs de service, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'activité. Est-ce qu'un chirurgien est parti? Est-ce qu'en fait on a un problème de patientèle, en fait, on a un problème de flux actif de patients? Est-ce qu'on a, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi qu'il en soit, là en plus, on est sur une tendance, on n'est pas sur un événement exceptionnel. Sur un seul mois, je peux être sur un seuil qui soit bien en deçà, mais là, en fait, ça fait 3 mois, en fait, finalement, que ça se dégrade petit à petit. Donc, j'ai commencé par regarder ça. Donc, vous voyez, le DG, il regarde des choses simples, c'est la volumétrie. On aurait pu distinguer ça et rajouter des filtres supplémentaires. Donc là, on voit les filtres qu'on utilise. On aurait pu rentrer dans le détail en cherchant à regarder le volume d'ambulatoire et d'hospice, parce qu'on sait qu'on a un objectif de faire 80% d'ambulatoire. Donc ça va dépendre des priorités, des objectifs qu'on veut avoir. Si prioritairement, c'est surtout développer l'ambulatoire, mon tableau de bord aurait été orienté sur l'ambulatoire. Là, on a occupation globale des vacations et activité au moment prévu. Donc ça, en fait, c'est le taux d'occupation des vacations et ça, c'est le taux d'activité en vacation. J'ai exclu le taux d'activité ressources, qui est un indicateur RH, mais là, en tant que DG, c'est pas ce que je vois. Je veux globalement voir si finalement, quand j'offre du temps de 8h à 18h à mes chirurgiens, est-ce qu'ils utilisent globalement l'entièreté des équipes paramédicales mises à disposition. Et donc là, j'ai une alerte au global sur les 3 derniers mois. Je sais que je suis uniquement à 53%. Est-ce que, par contre, je travaille quand c'est prévu entre 8h et 18h? Globalement, oui, à 80%. Bon, je suis encore dans le orange, j'aurais préféré être dans le vert. Ça veut dire que là, juste en regardant ça, sur les 3 derniers mois, je sais que je ne suis pas bien organisé, mais en plus de ça, je ne travaille pas toujours au moment où c'est prévu. 20% de mon activité a lieu à un autre moment qu'entre 8h et 18h sur ma bande de vacation. Donc ça veut dire que j'ai 20% de mes équipes, du temps de mes équipes paramédicales qui sont utilisées alors que ça ne devait pas être le cas à un moment qui est imprévu. J'ai fait un petit tableau sur le volume de production qui a été perdu, donc j'ai un seuil de 15%. Seuil de 15%, ça ne sort pas du chapeau, c'est en fait les précaux de la nappe sur en fait les fameux 5% de temps improductif, donc 5-5-5, démarrage tardif, temps interpatient, fin précoce. Donc là, j'ai en volume le total de temps de vacation qui n'a pas été utilisé sur les 3 derniers mois. Donc je vois qu'on est sur des volumes qui sont conséquents. J'aurais pu noter dans le titre d'ailleurs quel serait par rapport à ce seuil de 15% le volume acceptable. Et donc finalement, j'ai également le taux de temps de vacation non utilisé, donc 46, 46, 47. Donc là, voilà, je sais que j'ai beaucoup de place pour mettre de l'activité supplémentaire. Donc, moi, en tant que DG, avant de demander à telle ou telle personne, tel ou tel chirurgien de supprimer sa vacation pour la donner à quelqu'un d'autre, la première chose que je vais demander, c'est de demander au secrétariat de faire un effort sur la programmation, de blinder, en fait, quoi qu'il en soit, de multiplier par 2 le nombre d'interventions programmées sur mon bloc opératoire. Là, je regarde le volume de vacations qui sont totalement perdues. Donc, en fait, ça, c'est des vacations vides. C'est-à-dire que c'est un chirurgien qui n'a pas prévenu à temps, qui ne serait pas là, pour une raison que j'ignore, et en fait, finalement, qui n'est pas présent, alors que j'ai une équipe paramédicale qui est postée. Donc, c'est le taux de vacations vides. Et donc, en fait, là, l'objectif, c'est 0%. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment se supprimer, en fait, en un claquement de doigts. Ça ne devrait pas exister. Comme le démarrage tardif, ça ne devrait pas exister. Donc, en fait, voilà, une aberration organisationnel, un manque de respect, un manque juste de respect des normes et des annonces de congés, ou des annonces de départ, ou des annonces enfin peu importe. Donc là, je suis à 19, à 27 et à 22,8%. Donc pareil, on a une tendance où on a des vacations vides qui sont importantes. Donc moi, en fait, en tant que DG, je prends mes responsabilités et en fait, je mets en place des règles. Et mon objectif, c'est que ce soit 0%. Donc je vois que c'est quelque chose qui continue. Et donc là, je vais dire que, voilà, euh, si jamais un chirurgien sur le mois à venir me fait, je sais pas, 2 vacations vides par exemple, et on va mettre en place un système de pénalité.
on va distribuer ces vacations à quelqu'un d'autre, par exemple, ou alors, enfin, peu importe. Après, ça, c'est du dialogue de gestion. Mais quoi qu'il en soit, il faut mettre un système en fait, de pénalisation en, fait, en face. Je regarde également ici donc, le dimensionnement RH. Cette fois-ci, je regarde par spécialité. Donc là, c'est est-ce que j'ai le bon volume RH, le bon volume d'équipe paramédicale pour faire mon activité. J'ai une cible qui est à 90%. Et donc là, par spécialité, je les ai hiérarchisés par volume, les plus gros en haut, les plus faibles en bas. Je vois en fait ceux qui surconsomment et ceux qui sous-consomment. Et en fait, sur les 3 derniers mois, et globalement, Rythmo en fait, a besoin finalement de temps opératoire supplémentaire a priori. Sinon, tous les autres en fait, sont en grosse sous-consommation en fait, d'équipes paramédicales. Donc, ça conforte ce que je disais ici sur en fait, les vacations non utilisées. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a largement la place pour mettre plus de programmation sur l'ensemble des spécialités, si ce n'est Rythmo, qui est déjà saturé. Débordement, donc là, je le regarde parce qu'en fait, c'est un surcoût et des surutilisations en fait, RH. Donc, je m'accorde un seuil jusqu'à 6% de débordement. Donc là, là j'ai oublié de mettre la couleur. Donc là, en fait, ça déborde bien trop. Ça déborde beaucoup alors que j'utilise pas mes plages opératoires. Donc en fait, là, je vais demander au cadre, au chef de pôle d'avoir un regard spécifique là-dessus pour m'expliquer pourquoi, alors que je suis pas blindé, je suis à 53% d'occupation de vacation, pourquoi j'arrive encore à faire du zèle et à déborder. C'est double peine. J'utilise pas assez mes RH, mais en plus de ça, je réussis à les utiliser quand c'est pas prévu. Et donc là, j'ai un petit graphique que j'aime beaucoup, c'est la ponctualité des vacations. Est-ce que je suis à l'heure au début pour la première intervention? Et donc, là, j'ai fait par créneau. Donc là, je suis en avance, 15 minutes. Les retards, donc là, on voit qu'il y a beaucoup, on commence à avoir des retards qui sont inférieurs à 15 minutes, ok? Mais finalement, en fait, ceux qui sont entre 15 et 30 minutes, on n'a pas tant que ça, mais j'en ai énormément, en fait, qui sont supérieurs à 30 minutes. Et j'ai également énormément de vacations vides, 169. Donc voilà. Donc on l'a pas construit, Monsieur Cromer, on l'a relu, mais juste pour vous montrer, en fait, pour remontrer pour ceux qui connaissent pas, on va faire un tableau de bord. Hop. Posez-moi des questions si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions. Donc là, quand on parle d'une feuille vierge, et ben en fait, comme je vous le disais, on va commencer par du évident en haut et en fait rentrer un peu dans le détail par la suite. Donc on aura juste à rentrer dans la configuration qui nous intéresse. Là, pour le coup, je vous dis, c'est bien de commencer par les 3 indicateurs clés. Donc les 3 indicateurs clés, on va les trouver ici avec taux d'occupation des vacations, taux d'activité en vacation et taux d'activité ressources. Donc je peux commencer avec un taux d'activité ressources, par exemple. Hop, je rafraîchis. Donc là, je suis sur quelle période? Hop. Non, on va annuler, j'ai pas de période du tout. Hop. Si, c'est bon. Tac, pardon. Donc, on avait dit qu'on regardait le taux d'activité ressources, ou on peut prendre taux d'occupation des vacations, ça n'a pas d'importance. Hop. Et en fait, derrière ça, donc là, j'ai juste une petite tuile. Mais en fait, l'idée, ça va être de choisir les formats qui sont pertinents. Donc là, pour quand on a des chiffres tout simples comme ça, on a tuile où en fait on a une jauge. Et en fait, derrière ça, après, vous faites des choix graphiques et vous avez juste en fait à insérer. Hop. Et donc, vous pourrez, là, le but du jeu, ça va être de mettre un titre et pas juste de dire 53%, c'est mon taux doit être blablabla. Enfin, peu importe. Mettez en fait un titre, sachant que ce tableau de bord est avant tout pour vous, mais mettez un titre qui vous permette d'interpréter directement le chiffre que vous aurez sous les yeux. Là, on a une mise en forme conditionnelle qui me permet de voir que je suis dans le rouge, pas dans l'orange ni dans le vert, donc c'est qu'en fait une alerte. Donc là, on est juste sur un mois, on n'a pas la perspective par rapport en fait à des mois précédents. Ce serait intéressant en fait à terme de savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, donc on commence généralement par les 3 indicateurs clés. On va pouvoir choisir la forme. On peut rajouter des zones de texte pour justement les infobulles pour commenter. Donc là, on dit mon part doit être de data pour rendre en fait lisible les choses. Et en fait, par la suite, une fois que vous aurez fait ce rapport, vous pourrez même le partager. Les mises en forme conditionnelles, en fait, on en a une ribambelle, hein, on les a vues tout à l'heure avec les attributs préattentifs. Mais en fait, vous avez aussi la possibilité de directement choisir dans des configurations qui sont préexistantes. Donc, si je prends case mix, hop, ici, je fais dérouler et vous avez toutes les configurations que vous avez déjà créées et donc pour lesquelles vous avez donné un nom.
Là, je vais savoir que c'est le nombre d'inter par mois, par exemple, directement. J'ai mon tableau qui arrive. Et puis, en fait, après, je vais choisir la mise en forme. Je veux une médiane ou une machin. Non, pardon, là, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas la médiane qui est enregistrée en paramétrage. Je veux plutôt, en fait, une courbe. Je veux un camembert. Je veux quoi? Et vous insérez tout bêtement. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai fait le tour à peu près. Alors, comment intègre-t-on l'évolution? Ok. Pardon, j'avais pas vu. Par exemple. Alors, l'évolution, je vais vous le montrer en fait avec justement le graphique qu'on vient de mettre là, une fois qu'il sera arrivé. Bon, on n'a pas de bol, ça rame. Hop. Donc, on va prendre utilisation des vacations, par exemple. Et puis, on va prendre hop, taux d'occupation des vacations. Et donc, pour qu'on puisse avoir un indicateur d'évolution, il faut qu'on mette à tout prix une notion de série. Si en fait on met juste un axe, on n'aura pas. Donc là, je vais mettre une notion de mois, par exemple, en série. Hop, je rafraîchis. Et donc là, j'ai mes 3 derniers mois. Donc ici, j'ai une valeur nulle qui ne m'intéresse pas déjà. Donc, je vais pouvoir en fait la supprimer éventuellement. Hop, les données. Je ne veux pas la ligne totale qui me pollue. Ensuite, ici, hop, j'ai un petit bouton qui s'appelle affichage évolution. Donc ça, c'est pour la partie du tableau. Donc là, j'ai ma valeur référence qui est octobre. Je suis à 53% également en fait en novembre. Je reste sur 0% et 0 points. Ça calcule en fait en pourcentage également en fait en points. Et on a également en fait, donc là par contre, une chute donc de 1 point et de 2% entre novembre et décembre. Et de la même manière, on va pouvoir avoir ici, si je prends une tuile, tac, je vais pouvoir ici avoir l'indicateur d'évolution et je vais l'afficher. Et derrière, donc là, ah oui, on peut faire un petit truc en plus par contre. Hop, sur la tuile, hop, valeur, évolution, et donc affichage première valeur de la série. Donc là, parce que là, ça me dit qu'on est à égalité par rapport au mois précédent, mais on n'a pas affiché le mois précédent. Là, si je clique ici, ça va afficher le mois d'avant. Hop, et j'insère le graphique, tout bêtement. Et donc après, vous mettez la mise en forme que vous voulez, soit les trois les uns sur les autres, soit hop, soit comme ça. Et ici, n'oubliez pas de mettre un titre. C'est la route pour interpréter. Et donc, on a directement les mises en forme conditionnelles qui sont en rouge. Donc ça, vous avez la main dessus pour pouvoir choisir en fait quels sont les seuils qui sont bons ou pas bons. Et donc, vous pouvez encore retoucher ici, si vous le souhaitez, la forme graphique. Ouais, vous pouvez changer, si vous voulez repasser sur la courbe, ce genre de choses. Et vous aussi, la mise en forme du container pour en fait rendre les choses un peu plus jolies. C'est pas très joli que ces couleurs-là. Mais en fait, si vous voulez mettre des couleurs en plus, vous pouvez le faire pour rendre les choses un peu plus agréables à lire. Ouais, monsieur Cromer, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Enfin, a priori, c'était l'évolution assez simple. Oui, oui, c'est beaucoup plus parlant pour les opérateurs, mais c'est aussi beaucoup plus parlant. Ça évite d'avoir une calculatrice pour faire juste un calcul que nous, notre solution, est quand même capable de faire nativement très, 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 très vite. Donc voilà, donc sous forme de tableau ou sous forme de tuiles. D'autres questions? Donc, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à me solliciter pour prendre rendez-vous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Pour tous nos clients, bah, ce n'est pas avec moi que les rendez-vous se prennent, hein, c'est avec Thomas Cazet ou votre chargé de compte pour, voilà, comme Monsieur Cromer à l'instant, qui avait cette interrogation sur le taux d'évolution. Il ne savait pas comment y aller. Je partage toujours mon écran. Ouais. N'oubliez pas que vous avez ici aide et support.
avec une base de connaissances, que vous avez ici accès au chat pour en fait papoter avec notre bot. Et si en fait le bot ne répond pas, en fait, vous aurez une personne à terme qui pourra reprendre contact avec vous. Donc, utilisez bien ces choses-là pour ces questions. Donc là, dans la base de connaissances, dans les tutos vidéo, je ne crois pas qu'on parle encore du taux d'évolution parce qu'on était resté plutôt sur la précédente version, mais c'est en cours de construction. Mais en fait, si vous avez des questions méthodologiques, n'hésitez pas à poser la question sur le bot ici. Donc au début, c'est un robot en fait, avec qui vous parlez, qui va récupérer les informations dans la base de connaissances. Et si jamais en fait, au bout de questions, on n'a pas la réponse, ça renvoie un ticket à nos équipes qui reprendront la main et vous aurez un vrai être humain qui vous parlera. Voilà. Oh, j'ai encore tout perdu. Tac. Voilà, moi j'en ai fini de mon côté. J'espère que ça aura pu vous convenir et que vous aurez appris des choses. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas encore avec nous, ben, dépêchez-vous de travailler avec nous. Et puis, pour nos clients, voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous pour des questions techniques, méthodologiques, de navigation, de conception, de tout ce que vous voulez, pour vous aider à lire vos rapports, pour vous les aider à les créer. Voilà. Et si vous avez besoin d'informations, on vous les communiquera. Monsieur Cromer, j'ai cru comprendre que vous avez trouvé ce tableau très bien. Voilà, si vous voulez, je vous le communiquerai encore, comme ça vous pourrez mettre les petites croix avec vos équipes. Je vais raccrocher d'ici une petite minute, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, merci à tous, puis à bientôt. Au revoir.